Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous dire des choses un peu hérétiques et surtout faire un peu réfléchir sur l'évolution de l'homme à partir des découvertes d'Aurorine. Et il y a une personne à qui je dois énormément, c'est le professeur Yves Coppens, car je ne serais pas là à vous parler d'Aurorine s'il n'avait pas eu confiance dans des idées un peu bizarres et hérétiques qu'on a eues à la fin des années 70 et qui nous a aidés à travailler en Afrique dans ces régions un petit peu perdues. Donc Aurorine, c'est un peu son bébé également. Enfin, je voudrais profiter de l'occasion, puisque j'ai entendu tout à l'heure nos organisateurs parler des équipes françaises qui travaillent en Afrique. Et il y a quand même un grand monsieur de la France qui a été un des pionniers de la paléontologie africaine, c'est Camille Arambourg, et qui a eu le sens du terrain et qui a eu aussi l'idée de monter des grandes équipes pluridisciplinaires qui font qu'aujourd'hui, on ne travaille pas isolément, on travaille forcément dans des équipes avec des sédimentologues, des gens qui font de la tectonique, des gens qui font de la sédimento, des paléontologues divers. Donc, c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires et internationales. Ceci étant dit, je voudrais commencer par un premier diapo hérétique. Quand nous avons commencé à travailler sur le Kenya, alors on avait déjà une grande expérience depuis près de 40 ans sur cette région, et en 1998, nous avons été invités, Martin Pickford et moi-même, à travailler sur les sites des collines Tugen. Or, à l'époque, on baignait dans des idées reçues, des dogmatismes qui, malheureusement, sont très durs et qui ressortent périodiquement dans les journaux de vulgarisation, malheureusement. Et à l'époque, on nous disait « l'homme est né dans la savane » et donc la bipédie est apparue dans la savane. La divergence entre les chimpanzés et les hommes se situe entre 4 et 6 millions d'années. L'ancêtre commun aurait eu des dents de chimpanzé, similaires à celles du chimpanzé, et l'ancêtre commun était un knuckle walker, c'est-à-dire qu'il se déplaçait comme le chimpanzé. Ça étant posé, le coup de grâce a été donné en 2001 dans un article, dans un livre consacré aux chimpanzés, par les docteurs Wrangham et Pilbeam, qui concluent leur article en disant « Les ancêtres d'il y a 6 millions d'années auraient eu des dents à émail fin, auraient marché en knuckle walker, et les femelles auraient eu des pelages noirs. » Et ça, j'allais dire, ça a plombé les discussions sur l'évolution. C'est pour ça que quand nous avons trouvé Aurorine, ça a été fort discuté, parce que nous ne tombions pas dans le dogmatisme et dans les idées reçues de l'époque. Alors, je me suis permis ces quelques illustrations dessous, parce que, également, ça c'est un énorme problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez sortir cette fresque déclinée dans pas mal d'ouvrages, et cette fresque a été composée par Rudi Salinger dans les années 60 pour illustrer un livre du professeur Clark Corwell de Berkeley, avait fait un peu un panégyrique une reconstitution de toutes les pièces connues à l'époque. Alors, à partir de quelques dents, de quelques os, il avait reconstitué les animaux. Mais au départ, c'était une illustration d'un ouvrage de vulgarisation. Et finalement, ça a été cet ouvrage au départ, vous voyez, ce n'était pas vraiment un animal complètement ressemblant au chimpanzé. On avait des animaux qui étaient temporellement, qui étaient censés être dressés, on sait que ce n'est pas vrai aujourd'hui, mais ça a été décliné petit à petit, et petit à petit, on a mis un chimpanzé ancêtre. Et finalement, quelque part, ce type de représentation donne beaucoup de grains aux créationnistes, parce que inconsciemment, comparant exclusivement au chimpanzé et à l'homme, le fossile étant comparé systématiquement au chimpanzé, intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme, finalement, on retient l'idée que l'ancêtre est chimpanzé, ce qui est complètement faux. Et malheureusement, ça plombe pas mal nos débats quelquefois. Cette image, bien sûr, a été un peu... c'est beaucoup développé. Et en 2005, dans une revue britannique, on voyait pour la première fois dans l'histoire de l'homme la femme. Mais elle est tout aussi fausse. La femme n'est pas l'aboutissement, l'être humain n'est pas l'aboutissement de l'évolution, tout ça, c'est des buissonnements perpétuels. Et puis enfin, de temps en temps, on va ressortir l'idée que le chimpanzé descend de l'homme. Bon, tout ça, c'est complètement faux. On va replacer les choses, il y a des ancêtres communs, et à un moment, chacun part sur sa voie. Et nous, on est en amont de cette voie. Alors, les collines Tugen, se situent en Afrique orientale, au Kenya, dans le grand rift Grégori, avec 2 épaulements à l'ouest et à l'est, l'Aikipia à l'est et l'Elgeyo à l'ouest. Le bassin du lac Baringo
Et dans cette région de collines, sur 1500 mètres, on a environ, sur 6 km, on a 1500 mètres de dénivelé. Et c'est dans ce dénivelé, dans ces niveaux de côte des collines Tuggen, qu'on trouve les dépôts fossilifères. Voici la descente, pas toujours très pratique et très facile, mais bon, on l'a toujours faite. Et voici ici ce qu'on peut voir quand on descend des hauts plateaux qui culminent à près de 3000 mètres, en descendant vers les gisements. Alors là, on regarde vers l'est, le lac Baringo est par ici. Et tout ce que vous voyez ici en blanc ou en rosace, en rougeace, en orange, ce sont les niveaux fossilifères, les niveaux sédimentaires. Les premières découvertes qui ont été faites dans les collines Tuggen sont dues à Martin Pickford, qui était maître de conférence au Collège de France, ici, dans la chaire du professeur Coppens. Et en 1974, alors qu'il cartait cette région pour sa thèse, il découvrait une dent, une molaire inférieure, M2 ou M3, c'est pas très clair, un peu roulée, et il l'a publiée à l'époque comme hominidé. Malheureusement, évidemment, les collègues qui a dit tout à l'heure qu'il y avait Satan qui se montrait, certains l'ont mis parmi les chimpanzés fossiles, d'autres parmi les dryopithèques, d'autres parmi les proconsuls. Il a fait toutes les catégories de la classification possible et inimaginable, et c'était une dent roulée. Le seul qui a cru que c'était un hominidé, c'était Coppens. Et bizarrement, cette dent n'aura pas fait la carrière médiatique qu'a fait Lucie, puisqu'elle a été trouvée la même année que Lucie. Donc on avait une dent contre un squelette, ça, il n'y avait pas photo, elle n'a pas fait sa carrière. Juste en 1998, où nous sommes invités par le gouvernement kényan à relancer des travaux dans cette région, et en 2000, alors que nous étions coincés avec l'équipe au sommet des collines Tuggen, à la frontière kenyane, nous revenions d'Ouganda, et nous avons perdu une roue, ça c'est des choses qui arrivent, donc on est resté coincés pour réparer. Et Kipkam Cheboy, le chef des ouvriers, avait ras-le-bol de rester au camp, donc du coup il est allé chercher, un petit peu prospecter, et il a récupéré cette première mandibule. Quand nous l'avons trouvé, bien sûr, quand il m'a montré le papier, je lui ai dit « mais c'est du bonhomme ». Il m'a dit « oui, je sais ». Donc c'était évident pour lui qu'on avait un hominidé, en tout cas quelque chose de très humain. Donc bien sûr l'excitation dans le camp, et on est parti visiter bien sûr le site, et c'est à partir de là qu'on a trouvé le fémur, l'humérus, les autres fémurs, les dents, comme je vous le montrais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, ces fossiles proviennent d'une formation bien calée dans le temps, je vous ferai le détail de la stratigraphie après, et qui a été trouvée dans la formation de Lukeino, et dont a été repéré à Tchébouït le premier gisement où la dent a été trouvée, puis à Capsomine, dans la ravine de Capsomine, où 99% du matériel a été récolté, puis à Ragaï, où on a un bout de fémur, et à Cap-Cheberek, où il y a une phalange de la main. La formation de Lukeino, c'est une formation extraordinaire à travailler. C'est une formation de silt, d'argile, avec des intercalations de cinérite, de cendres volcaniques, surmontées par les basaltes de l'Aïkipia. Et à la base, mais on ne le voit pas sur la photo parce que c'est beaucoup plus bas, il y a une série volcanique. Donc tout ça, quand c'est remis dans le contexte, avec notre équipe japonaise, puisque nous avons travaillé là avec des collègues de Matsue, eh bien, nous avons refait, puisqu'on connaissait déjà quelques dates, et nous avons refait la stratigraphie, redatée au potassium-argon, à l'argon-argon, et on a eu énormément de chance de trouver dans les sédiments, grâce au paléomagnétisme, nous avons eu des inversions paléomagnétiques qui se calaient très bien avec ce qu'on avait daté par ailleurs. Alors aussi, la biochronologie était là. Donc, en gros, la section, elle est datée entre 6,1 et 6,2 jusqu'à 5,7 au sommet. Et les niveaux fossilifères sont là, à 3 niveaux différents. Alors, la carabine de Capsomine, c'est sur celle-là que je vais m'appesantir parce que c'est le gisement le plus démonstratif. Donc, c'est une ravine. Tous les fossiles sont trouvés le long de la ravine, excepté une prémolaire qui se trouve dans une ravine de l'autre côté d'un petit monticule. Donc on a probablement une deuxième ravine qui va être fouillée, mais qui doit probablement avoir un autre dégueulement, comme on dit chez nous, avec d'autres pièces. Pour l'instant, on n'a qu'une prémolaire, mais elle n'appartient pas à ce matériel parce que, jusqu'à preuve du contraire, les fossiles ne sautent pas les collines. Donc on a un autre écoulement ici qu'on va cartographier un petit peu plus tard.
Les fossiles que l'on trouve donc, le long de la ravine, on a 2 points de repère, ce sont 2 balanites, 2 arbres ici, et la première pièce, la mandibule, a été trouvée à ce niveau, donc un peu au nord, ici, un peu au nord de cet arbre, et tout le reste a été trouvé dans cette zone, et près du balanites de la base, ici, et le long de cette ravine, plusieurs pièces se recollent. On a pu remonter une rangée dentaire supérieure, et par rapport à des premières découvertes de 2000, on a aujourd'hui doublé le matériel avec des restes squelettiques plus développés, et également, par rapport à cela, on a également des restes dentaires nouveaux. Quand on a travaillé sur la ravine, le premier travail à faire, c'est bien sûr la prospection, mais dès qu'on a eu le niveau d'où provenait le matériel, on a fait des fouilles systématiques pour travailler en in situ normalement. Alors voilà quoi ce qu'on connaissait en 2000 d'Aurorine. Il y avait d'abord ce fémur trouvé au sommet de la ravine par Martin, et puis l'humérus que j'ai trouvé le lendemain de la découverte du fémur. Et en fouillant en place l'humérus, c'est Dominique Gomery qui a trouvé le 2e fémur. Et puis les ouvriers ont trouvé les dents, une partie des dents que nous avons là. Nous avons continué de travailler les années suivantes et nous avons trouvé d'autres matériels. On a maintenant une canine inférieure, on a la symphyse mandibulaire qui a été trouvée ultérieurement, il y a également les molaires en connexion, une incisive inférieure centrale, et puis également, ça suffit pour l'instant, le reste était déjà découvert. La canine supérieure est une petite canine losangique de femelle. Il n'y a pas de facette ichthyosaure, donc ça c'est très intéressant. Louis de Bouigny en a parlé pas mal de la facette ichthyosaure. Petit sillon classique, épaulement un petit peu plus élevé que chez un chimpanzé, ici à comparaison avec des chimpanzés. Et la canine inférieure présente une facette de contact très claire avec la prémolaire. Et contrairement à ce qui a été écrit dans un certain nombre d'articles par des collègues qui disaient qu'il y avait un diastème à la mandibule, donc un trou entre la canine et la prémolaire, il n'existe pas, il y a un contact très clair, on a la facette de contact. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais en fait, c'est sorti comme ça. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, et ça a été, malheureusement, largement diffusé. La prémolaire inférieure a les racines légèrement décalées, ce qui est classique dans le Miocène, et l'incisive centrale n'a pas du tout une forme d'incisive de grand singe actuel, ou de grand singe fossile, j'allais dire, pour le même caractère. Voici ici un chimpanzé, alors actuel pour le coup. Vous voyez que la couronne, elle est plutôt carrée, avec une crête très forte à l'intérieur. Là, on n'est pas du tout dans ce système de morphologie. On a une dent qui est très allongée, et surtout, la face intérieure, la face interne, n'est pas du tout oblique comme chez les grands singes, elle est très droite, très verticale. En parlant de la symphyse, une chose intéressante, c'est que la symphyse, elle est complètement droite. Il n'y a pas du tout de fuyance de la symphyse, comme c'est le cas souvent chez les hominoïdes, non humains, elle est très droite. Et par ailleurs, on a les racines de la prémolaire. Et alors ici, les 2 morceaux se recollent. C'est une photo stéréo, donc elle n'est pas tout à fait nette, mais les 2 parties se recollent. Mais comme le contact n'est pas très bon, et pour ne pas forcer l'idée du contact, je les ai légèrement séparés. Mais voilà en gros à quoi correspond la mandibule. Les molaires sont relativement petites, relativement carrées, à mailles épais. Et les molaires supérieures sont intéressantes. Ici, la rangée dentaire supérieure, M1, M2, M3, comparée au chimpanzé. Si vous regardez bien le chimpanzé, vous voyez que les usures sont très fortement marquées ici, alors que chez Aurorine, elles sont très fortement marquées sur la première molaire, pratiquement pas sur la deuxième et pas du tout sur la troisième. Alors bien sûr, il y a un problème d'épaisseur d'émail, mais il y a surtout une chose, c'est que chez le chimpanzé, les 3 dents ont été fonctionnelles en même temps, alors que chez Aurorine, les 3 dents n'ont pas été fonctionnelles en même temps. Il y a une dent qui a été très largement utilisée, puis la deuxième et la troisième. Et ceci correspond à un retard de croissance qu'on va retrouver chez les australopithèques et qu'on va retrouver chez l'homme. Donc c'est une belle démonstration des caractères de vie que l'on peut retrouver chez un hominidé du Miocène supérieur d'il y a 6 millions d'années environ.
On a refait, on a un papier sous presse là, avec les dernières publications, les dernières pièces, on a refait, à partir d'un travail qui avait été publié par Martin en 2005, on a repris les variations des rangées dentaires, les proportions entre la rangée incisive et molaire, et si on replace ça chez les hominidés actuels et les hominidés, je vais dire classiques du Pliopléistocène, eh bien, Aurorine se retrouve à la jonction des Australopithèques et de l'homme, et on verra l'Ardipithèque tout à l'heure pour d'autres raisons. Donc, ça a l'air d'être assez cohérent. Au niveau du postcrânien, ceci est important parce qu'on a plusieurs fémurs. Un jeune adulte qui a à peu près l'âge de Lucie, la tête est juste soudée. On a un autre fémur un peu plus massif, plus vieux certainement. Et on a un humérus, un col fémoral, pas beau du tout, j'en conviens, et on a une phalange de pouce. La phalange de la main également. Alors sur le fémur, une chose intéressante, voici ici un chimpanzé moderne et un fémur. Alors on a choisi spécifiquement ce chimpanzé parce qu'il a à peu près la même taille et il est cassé de la même manière. Il provient des collections du professeur Nishida au Japon, à Kyoto. Quand on regarde le fémur, on voit déjà que par rapport à un chimpanzé, il y a de grandes différences. Le col est beaucoup plus long, il n'y a pas du tout cette dépression très forte, et surtout le petit trochanter est très saillant. Mais par ailleurs, postérieurement, il y a une ligne âpre, enfin une pré-ligne âpre, ce n'est pas une vraie ligne âpre comme chez l'homme qui reçoit les muscles glutéaux, c'est déjà une rugosité importante le long de la diaphyse qui n'existe absolument pas chez les grands singes. Mais surtout, comparé à un animal de même taille, on s'aperçoit que l'os est relativement plus allongé. On n'est pas arrivé ici au niveau de l'évasement que l'on trouve au niveau du genou. Donc, on a un humérus à taille égale, un fémur à taille égale, qui a une diaphyse un peu plus longue. Et ça, c'est un des premiers caractères de la bipédie, allongement du membre inférieur, allongement du fémur. Alors ensuite, on a fait les scanners. Alors, certains ont dit, ça a été largement critiqué, qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. On a fait ces scanners en 2000 sur une des meilleures machines. Il y avait 3 machines au monde de ce style-là. Elle vient du Toulouse, du laboratoire du professeur, dont le nom m'échappe. Jacques Treille. Alors, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Et une chose qu'on ne peut pas refaire, c'est que les os sont hyper minéralisés. Ils viennent d'un niveau, ils vont être minéralisés avec des ferromagnésiens extrêmement denses, et on peut avoir les meilleures machines du monde. Il y a des choses qui ne passaient pas à l'époque avec les machines qu'on avait à l'époque. Donc si on peut ressortir le matériel, on essaiera avec des méthodes plus modernes, mais on n'a pas pu le faire depuis. Mais ceci étant, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit qu'à la base du col fémoral, l'os cortical est plus épais qu'au sommet du col fémoral, et spécifiquement au niveau de la jonction de la diaphyse et du col. Et ça, c'est un caractère qu'on va retrouver chez l'homme, chez les Australopithèques. C'est des animaux qui sont généralement bipèdes. Donc, bipédie par le fémur. Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que ça a été très critiqué, et notamment par un collègue américain qui, quand on a publié, a dit « I swear this is a chimpanzee ». Il jure que c'est du chimpanzé. Quelques années après, publié un article sur l'origine de la bipédie, c'est cet article qu'il va utiliser comme les premières traces de bipédie à partir du postcrânien. Donc il y a quand même des choses aussi avec lesquelles il faut être un petit peu prudent. Alors, c'est un bipède, mais un bipède qui n'est pas complètement bipède au sens où vous l'êtes, c'est-à-dire qu'il va marcher sur ses 2 pattes, mais il ne marche pas comme vous. Et il avait certainement une partie de son temps passé dans les arbres, comme le montre l'humérus, la structure de l'humérus, et surtout les insertions des muscles fléchisseurs qui sont impliqués dans ces mouvements de grimper. Et ces insertions que l'on voit sur cet humérus correspondent à ce qu'on voit chez un chimpanzé et chez Lucie. Et on sait que Lucie a une partie de son temps passé dans les arbres. Donc c'est un animal qui va être bipède, pas comme vous exactement, parce que son fémur ne va pas être aussi long que chez vous, son anatomie n'est pas tout à fait la vôtre, je ne peux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais parallèlement, il grimpait aux arbres. Et c'est un peu un schéma qu'on va trouver chez tous les hominidés pliopléistocènes, en partie arboricoles, en partie terrestres, et cette mélange cette dualité de locomotion avec des proportions différentes selon les espèces. Donc il y a une grande variabilité dans ces bipédies, mais globalement, c'est des bipédies associées à du grimpé.
Ceci est confirmé par la phalange de la main. Alors, c'est une des premières photos qu'on a prises. Elle n'est pas tout à fait bien placée. On a mis 5 ans à l'identifier. En fait, c'est la première phalange du 5e doigt. On a eu beaucoup de mal parce qu'il y a très peu de collections qui maintiennent, qui gardent des mains complètement préparées. Et du coup, on a eu un peu de mal. On a dû faire je ne sais combien de collections pour trouver assez de matériel de comparaison. Et puis, on a cette phalange de pouce. Alors, la phalange de pouce, ça a été pour nous une révélation, parce que notre phalange de pouce, quand on l'a trouvée, elle avait tous les caractères humains classiques. Mais pire, c'est quand on a commencé à regarder, on trouvait tous les caractères qui avaient été décrits par un collègue américain dans les années 75 sur du matériel sud-africain, disant que c'était des caractères d'adaptation à la préhension, à la manufacture d'outils. Et là, on était mal. On s'est dit, à 6 millions d'années, on va se faire déshériter par la totalité de la communauté. Alors, on a repris cette étude avec Dominique Gomery et on a comparé chimpanzés, aurorines, hommes, australopithèques. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que tous les caractères qui vont ressembler à l'homme ne sont pas des caractères de manufacture ou de manipulation d'outils, ce sont des caractères qui sont des caractères de saisie fine et de saisie de précision. Et si vous imaginez un animal qui a une stature qui n'est pas la stature d'un chimpanzé, qui n'a pas la stature d'un homme, qui ne grimpe pas comme le chimpanzé, qui ne grimpe pas comme l'homme, il va avoir besoin, parce qu'il est assez lourd, parce qu'il est assez encombrant, de pouvoir assurer son grimper. Et on pense que ce caractère, ces caractères de saisie de précision, c'est ce qui va lui permettre d'attraper des branches et d'assurer sa saisie lors du grimper. Et en fait, pour nous, ce serait une sorte d'exaptation. En fait, ce caractère qui aurait été utilisé pour la locomotion aurait été ultérieurement utilisé pour l'outillage. Alors, on l'a publié comme ça, on n'a pas été critiqué, alors, Inch'Allah, c'est peut-être ça, mais en tout cas, ça paraît logique dans le contexte comportemental. Alors, par ailleurs, on a fait une étude du fémur beaucoup plus détaillée avec nos collègues de Kyoto, et on a comparé les proportions du corps à toute une série de primates, pas seulement des anthropoïdes au sens large, hein, pas seulement des platyrrhiniens, des catériniens, on a été vraiment au sens très large. Et on s'est aperçu que pour le poids, par exemple, on arrive, selon les formules de régression et selon la partie utilisée, on arrive à un animal qui aurait une cinquantaine de kilos. Et au niveau du poids, de la taille, pardon, en fonction de ce que l'on a, pour le jeune adulte, il ne pouvait pas être plus petit qu'un mètre 0,5 et pas plus grand qu'un mètre 37. Alors, est-ce qu'Aurorine est un australopithèque? C'est une excellente question. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement. Beaucoup de collègues ont dit oui, en fait, c'est un australopithèque. On va avoir dit c'est un singe, après, ça donnait un australopithèque. Mais ça pose quand même quelques soucis. Voici quelques fémurs d'australopithèque ici, et si vous regardez les parties postérieures, aucune de ces parties postérieures, enfin chez tous ces australopithèques, en fait, le petit trochanter est postérieur. On l'a chez Lucie, on l'a chez les Banderlia-Swartkrans, on l'a chez les Boisilles. Tout ça a des petits trochantères postérieurs. Chez Lucie, on a le fémur associé au bassin. Et on sait que quand elle marche un peu en arrière. Et son fémur est orienté vers l'arrière. Cet fémur-là est orienté vers l'arrière. Quand on la compare à Aurorine, Aurorine n'a pas sa tête fémorale orientée vers l'arrière comme chez Lucie, mais vers l'avant. Donc ce n'est pas du tout un système locomoteur équivalent à celui des premiers australopithèques. Bon, ça c'est une chose. Par rapport à Lucie, il y a aussi des différences, comme je le montre ici sur le col fémoral. Ça c'est Lucie qui a un col fémoral plus grand, et la tête de Lucie qui est plus petite que celle d'Aurorine. Donc on a vraiment des différences importantes par rapport aux autres australopithèques. Et l'orientation de la tête, qui n'est pas du tout la même que chez les autres. Si on regarde la mandibule maintenant, eh bien, les dents sont extrêmement massives chez Lucie, beaucoup plus petites chez Aurorine. Ça veut dire que si Aurorine est ancêtre de Lucie et des australopithèques, il faut imaginer qu'on ait un être qui a des petites dents et un squelette un peu plus grand, qui va se transformer en un être à grandes dents et à petit squelette, pour redevenir un être à petites dents et grand squelette. Et pour moi, ça fait beaucoup de yo-yo anatomique. Peut-être c'est possible, mais ça me gêne au niveau évolutif. Ça fait des systèmes complexes qui varient beaucoup. Mais l'avenir le dira.
L'environnement, je vais essayer d'aller vite parce que je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Au niveau de l'environnement, eh bien, l'environnement, on a énormément de faune et de flore. La flore a été étudiée avec Marianne Lanford et montre que c'était une forêt sempervirente sèche. Ça veut dire que c'est une forêt qui est verte toute l'année, qui est relativement sèche, mais qui a des fructifications toute l'année. Par contre, à certains endroits, on a des endroits très humides, comme le montrent beaucoup de feuilles que l'on a très longues, avec des pointes d'écouture très fortes. Et si on égoutte très loin, ça veut dire que c'est humide. Donc on a à la fois une forêt sèche assez verte, sempervirente. On doit avoir des zones de fourrés, puisqu'on a une faune qui est dominée par les impalas. Donc ce n'est pas de la savane sèche, c'est un fourré. Beaucoup de colobes, donc il y a de la forêt, et des endroits extrêmement denses. Alors il y a des hippopotames, il y a de la loutre, il y a de l'homotherium, il y a du galago, il y a de la petite girafe de forêt, il y a du cochon de forêt, on a même des chevrotins. Donc c'est assez varié. Une première étude sur ce qu'on a pu utiliser pour faire les études de géochimie sur l'oxygène et le carbone ont montré que pour la formation de l'euchéino, par exemple ici, on a beaucoup de milieux mixtes C3-C4, avec un endroit où il y a vraiment du C3. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait vu. Enfin, il y a également dans les formations de l'euchéino des sources chaudes, et on a pu le montrer par les dépôts importants de calcaire. Et dans ces calcaires sont pris des bouts de fémur, ici une rotule de ruminants. Et là, c'est aujourd'hui, près du lac Bogoria, ce sont des phonolithes qui ont été encroutés de calcaire. Ces eaux sont alcalines, elles sortent à plus de 90 degrés. Quand elles se déposent sur le sol, eh bien finalement, en séchant, elles déposent le calcaire. Donc voici ici des blocs de phonolithes encroutés. Et c'est exactement ce qu'on a dans les niveaux fossilifères, ce qui laisse supposer qu'on avait des niveaux calcaires de même type. Alors, au niveau de l'environnement, on peut imaginer un environnement proche du lac Bogoria actuel, avec plus de forêts à la base des collines et des collines plus basses, puisque la tectonique du Pliocène n'avait pas encore joué. Et ça vous donne le milieu idyllique d'Aurorine. Alors, pour terminer, je vais peut-être passer sur quelques diapos, mais aller très rapidement quand même, parce qu'il y a 2-3 choses qui me tiennent à cœur. Alors, les homidés potentiels. Juste après la publication d'Aurorine, était publié l'Ardipithecus cadaba. Et l'Ardipithecus cadaba, il provient de plusieurs niveaux, étalés sur 3 km, entre 5,2 et 5,8 millions d'années. La phalange qui serait censée montrer la bipédie d'Ardipithecus cadaba, elle est au niveau le plus récent. Mais mon problème, c'est que je ne suis pas du tout sûre que ce soit une phalange de bipède. Elle est considérée comme bipède parce qu'elle ressemble à Lucie, mais Lucie est aussi une animal qui grimpe aux arbres. Donc ce n'est pas forcément le caractère qui est clé pour la bipédie. Et surtout que le caractère anatomique qui est utilisé, c'est cette petite facette ici, qui ressemble à l'homme, très différente du chimpanzé, seulement on la trouve chez les civipithèques du Miocène asiatique. Donc, la prudence. Quant à Toumaï, je ne parlerai pas parce que Michel, je pense, va en parler très longuement. Et puis, l'Ardipithèque, je me permets d'en dire un mot quand même, parce qu'on a dit qu'Aurorine, c'était en fait qu'un ardipithèque. Alors déjà, notre ami de Berkeley a mis Toumaï, Aurorine et l'Ardipithèque dans l'Ardipithèque. Moi, j'ai de grosses... je suis très, très prudente. La phalange du pouce d'Ardipithèque, la voilà. Voilà le chimpanzé, voilà Aurorine. Ce n'est pas une phalange d'hominidés. Au niveau du squelette, je suis extrêmement choquée parce qu'on a reconstitué une colonne vertébrale à 4 courbures, oui, à partir de 2 vertèbres. On a reconstitué une hanche complète. Or, la hanche n'existe pas. On n'a qu'un bout de fémur très massif, on n'a pas le genou, et on fait un fémur grêle comme chez l'homme actuel. Enfin, on décrit l'épaule, on reconstitue l'épaule et le bras, les pièces ne sont pas là. Donc il faut être extrêmement prudent, parce que ça fait le buzz aussi dans le monde entier. Et là, je suis quand même un peu déçue, parce que je pense qu'on n'a pas aujourd'hui de bon argument pour dire que c'était réellement un bipède. Parlons de bipédie rapidement. On sait que tous les primates sont bipèdes, et là aussi, dans les médias, on a tendance à dire la bipédie n'est pas un bon caractère pour définir l'homme, parce que on le connaît chez tous les primates. Oui, mais les seuls primates qui est capable de marcher pendant longtemps, sur de longues distances, en étant
en pouvant respirer, être énergétiquement positif, c'est l'homme, ce qui n'est pas le cas des singes. Donc la bipédie de type humain est un bon caractère pour définir l'homme. La bipédie, elle peut être définie de plusieurs manières. On a beaucoup utilisé le foramen magnum depuis 1955. Le problème de la position de ce foramen, c'est que chez les australopithèques, il est encore plus déplacé vers l'avant qu'il ne l'est chez les hommes. Et est-ce que ça veut dire que les australopithèques sont plus bipèdes que l'homme? Alors, des travaux ont montré qu'en fait, cette position est liée aussi au développement de la partie pariétale du cerveau. Donc, ce n'est pas un seul caractère, c'est une dualité de caractère. Enfin, heureusement, on a du squelette, et comme on a des squelettes, eh bien, ça nous permet de faire de la reconstitution locomotrice. Et ce qui m'amène à l'histoire de milieu que je vous propose ici, c'est que très souvent, on va dire aussi que la face plate, c'est un caractère d'hominidé. Eh bien non. Tous les animaux qui vivent dans la haute canopée, en tout cas en forêt, ont des faces plus plates. Le colobe a une face plate. Ici, j'ai mis un pilopithèque, mais une face plate. Si on regarde les cébidés sud-américains qui sont hautement arboricoles, ils ont une face plate. Le fameux ramapithèque a été considéré comme hominidé parce qu'il avait une face plate. L'anoiapithèque a une face plate, mais ce sont des animaux arboricoles. Et en fait, on tient ici du bout, quand on compare à des animaux plus quadrupèdes comme le babouin aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que parmi les colobes, il y a eu dans le passé un colobe plus terrestre, qui est le Paracobolus chemeroni, qui a une face extrêmement projetée et qui n'a plus ce système de face aplatie. Donc là, on a certainement quelque chose d'intéressant. Enfin, en deux mots, juste pour vous dire que pour moi, on parle beaucoup d'environnement, l'homme est né dans la savane, ben, c'est très beau, on est très content, mais qu'est-ce que c'est que la savane? Qu'est-ce que c'est que la savane boisée? C'est un monde, la savane boisée. Est-ce que c'est savane à fever tree? C'est des savanes à prairies? Est-ce que ce sont des savanes à borassus? Ou des miombos, ou encore des savanes qui vont, comme les dambos, qui vont périodiquement être complètement asséchées, ou en eau à la saison des pluies. Donc il y a une variation folle. Eh bien, là, aujourd'hui, une des idées, c'est que les miombos, que l'on trouve ici, par exemple, ici dans Mozambique, ou ici dans le nord de la Namibie, ce sont des formations forestières où les arbres sont assez isolés les uns des autres, mais les troncs sont droits et pas trop larges. Et le problème dans l'histoire des hominidés, mais sans en parler au moment de la discussion, c'est que les collègues, très souvent, utilisent ces mots de savane, savane arborée, mais qu'est-ce que c'est que la structure de la forêt? Et on ne travaille pas assez sur les structures de la forêt. Et les écomorphologues, notamment mes collègues de Birmingham, font ça très bien, commencent à comprendre les tailles de troncs, quels animaux vivent, quels sont les rapports entre l'animal et la structure même de la forêt. Et je pense que les miombos peuvent être des milieux extrêmement intéressants. Je ne peux pas m'y étendre parce que ce serait trop long, mais en tout cas, bon, la discussion, on pourra l'évoquer. Mais en tout cas, les miombos actuels, on les voit ici. Mais Raymond Bonnefigue en a décrit en Éthiopie peut-être vers 10 millions d'années. Donc ça veut dire que c'est une végétation qui était probablement beaucoup plus répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors je passe vite sur l'East Side Story, juste pour dire que l'East Side Story, c'est une hypothèse qui nous a fait tous rêver et qu'elle n'est pas complètement morte. Elle est peut-être morte d'un point de vue géographique, mais elle est surtout intéressante d'un point de vue chronologique, puisqu'elle date la divergence à 10 millions d'années entre l'homme et les grands singes, ce qui paraît complètement aujourd'hui confirmé par ce qu'on connaît. Mais aussi, elle montre que l'ouest du Rift, j'ai quand même passé 27 mois sur le terrain dans cette région, l'ouest du Rift était une forêt équatoriale dense, à la même époque où la région d'Orin, c'était de la forêt sans pervirante sèche, avec des milieux beaucoup plus humides. Donc le Rift a vraiment joué un rôle écologique important. Si Monsieur le Président me laisse 2 petites minutes, c'est bon? On n'est plus à 2 minutes près. Bon, ben c'est bien alors. Parce que j'ai quand même été un petit peu gênée parce qu'on a parlé beaucoup d'Asie, beaucoup d'Europe, mais l'Afrique, quand il y avait des choses en Asie et en Europe, il y en avait en Afrique. Alors vous me permettrez en 3 photos de finir en vous montrant qu'en Afrique, dans le Miocène inférieur, les grands singes, les hominoïdes, on en connaît beaucoup. On en connaît beaucoup en Afrique orientale, on en connaît en Égypte, et j'ai eu la chance d'en trouver un dans les mines de diamants d'Afrique du Sud. Donc une répartition très large sur un continent où on n'a que quelques gisements. Donc c'est pour faire réfléchir aussi à ce qu'on connaît par rapport à la géographie. Au Miocène moyen, on l'a vu plusieurs fois, migration vers le nord, on retrouve du matériel en France, en Chine, au Pakistan, en Arabie, etc., en Afrique orientale, mais en Namibie, on a trouvé des premiers hominoïdes de Namibie.
Donc le reste de l'Afrique n'est pas complètement vierge. Enfin, au Miocène supérieur, c'est là où on va voir s'exprimer les premiers hominidés, mais aussi les premiers grands singes de type moderne. Les premiers gorilles, comme à Kapsomine ou à Korora en Éthiopie, et les premiers chimpanzés, les proto-chimpanzés, qu'on a découverts au Niger, dans des niveaux du Niger, et qui sont datés entre 5,5 en gros et 11 millions d'années environ. Donc l'Afrique n'est pas vierge de fossiles. Et pour terminer et compléter, surtout revenir un peu dans les idées qu'on vous a montrées précédemment, si on regarde l'évolution des climats, l'Afrique qui était tropicale il y a à peu près 20 millions d'années à environ 17 millions d'années, avec la formation de la ceinture, de l'Antarctique et du continent antarctique, eh bien, ces ceintures climatiques passent vers le nord. Les organoïdes animaux de pays chauds et humides passent vers le nord. Et puis avec l'Arctique, ils redescendent vers le sud. Donc l'histoire des hominidés, ce n'est pas une histoire qui est purement une histoire d'anatomie, de pays, c'est une histoire qui est beaucoup plus large de climatologie. Et je pense que les ancêtres communs, il faut les chercher dans cette zone qui va aller du sud de l'Eurasie, ici, jusqu'au nord de la Namibie, qui est une zone providentielle, et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans la région. Enfin, mon testament, c'est que depuis quelques années, nous continuons à travailler, bien sûr, et notamment dans le nord du lac Albert, où nous avons trouvé les premiers sites à mammifères mi-Pliocène qui permettent de compléter l'histoire du bassin dans le rift occidental. Ce sont les premiers mammifères, il n'y en a pas beaucoup, c'est des missions qui sont difficiles, mais ceci étant, on est en train de mettre sur la carte de mammalogie certains pays et certaines régions. Ça veut dire que ce sont des régions importantes, y compris pour les primates. À Etosha, en Namibie, les premiers restes mi-Pliocène que l'on a découverts il y a quelques années et qu'on a fouillés en 2014, donc c'est vraiment tout récent. On a des cochons, on a un petit peu d'éléphants, on a un certain nombre de pièces, on n'a pas encore de primates, mais pourquoi pas. Et enfin, pour terminer, cette dernière photo qui est peut-être un peu provocatrice, mais depuis quelques années, eh bien, cette région qu'on considère souvent comme une cul-de-sac de l'évolution nous a livré quelques primates. Alors, c'est des centaines et centaines de kilos de calcaire préparé par acide, et puis on sort des dents, et puis de temps en temps, là, on a probablement un anthropoïde, probablement un parapithècidé, on a des anthropoïdes, et on a un premier laurididé de cette région. Donc cette région mérite d'avoir plus d'attention, et c'est là-dessus que je terminerai en disant, écoutez, prudence pour l'avenir, on a tous des morceaux, mais on ne sait pas qui ira le dernier. Voilà. Merci beaucoup.